C'est donc la figure centrale, le modèle, si vous voulez, de l'un des plus beaux tableaux du monde, je crois pouvoir dire. Moi, je dis ça chaque semaine, je sais, mais quand même. Un des plus beaux du monde, malgré tout, qui est donc cet atelier du peintre de Jan Vermeer, aujourd'hui conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Et puis, comme on en a pris l'habitude ces semaines passées, un détail étant frustrant, voici l'entier du tableau. Et on va cette fois-ci changer complètement, ou presque complètement, les habitudes prises. En effet, d'habitude, on parle d'autre chose. Cette fois-ci, j'aimerais peut-être commencer par parler de ce tableau. Non pas sur le plan peut-être esthétique, mais sur le plan des questions et des énigmes qu'il pose. Parce que lorsque nous prendrons tout à l'heure l'œuvre de Vermeer, pour situer d'ailleurs ce atelier du peintre dans le contexte, nous verrons que certaines des questions, certains des points d'interrogation concernant cette œuvre étrange, vont se trouver comme résolues d'avance. Donc autant poser les questions d'abord. Alors, vous savez que c'est un des tableaux les plus merveilleux de Vermeer, bien sûr, un des plus grands aussi, puisqu'il mesure 1,30 m de hauteur, un format en fait que Vermeer a utilisé un tout petit peu au début de sa carrière, puis qu'il a complètement abandonné pour privilégier les formats qui ne dépassent presque jamais 50 cm de hauteur, donc une peinture très confidentielle. Ici donc, éclatement du format et retour, disons, on va pas dire au monumentalisme, naturellement, enfin retour, disons, à une peinture quand même de grande dimension. Comme d'habitude, c'est un sujet sans sujet. Je veux dire par là que le tableau est en fait une scène d'intérieur, comme Vermeer en a peint pendant toute sa carrière, avec un certain nombre de personnages ici, deux, comme Vermeer en a peint beaucoup tout au long de sa carrière, ces deux personnages étant liés par, on pourrait dire, les liens du silence. C'est-à-dire, en fait, une espèce d'observation totalement silencieuse de l'un et de l'autre, et donc simplement, je dirais, un jeu d'espace et de lumière qui les sépare et en même temps qui les jointoie l'un à l'autre, et qui, lentement, crée donc cette espèce de rapport affectif extrêmement particulier à cette œuvre-ci, mais, nous le verrons, extrêmement particulier à l'œuvre de Vermeer en général. Donc, c'est à propos de ce tableau à sujet sans sujet que je voulais m'attarder un tout petit peu et prendre maintenant personnage par personnage. En effet, depuis que ce tableau est connu, et ça fait pas mal de temps, croyez-moi, on s'est interrogé sur ce que représente vraiment le tableau, qui sont les personnages, quelles sont les curiosités iconographiques, et vous allez voir qu'un certain nombre de ces questions sont extrêmement intéressantes. Première des choses, le personnage du peintre. Assez indubitablement, la plupart des critiques, depuis le XIXe siècle, veulent reconnaître en lui Vermeer lui-même, autoportrait de Vermeer. J'aimerais simplement vous faire remarquer que Vermeer a tout fait pour laisser planer l'ambiguïté la plus totale. On ne voit rien qui permette de reconnaître le peintre ou un peintre, puisque c'est résolument de dos que l'artiste est présenté, et qu'on ne voit même pas sa palette et ses couleurs. Autrement dit, vraiment que la peinture, disons la mise en place du personnage est une forme d'utilité presque emblématique de l'image du peintre. Donc, pourquoi pas Jan Vermeer? Ce serait à ce moment-là son seul autoportrait, mais avouez, ce serait un autoportrait plutôt frustrant. Parce qu'après tout, quelques cheveux et un béret, ça n'est pas très parlant. Et puis, une étrangeté soulignée par plusieurs des critiques, le costume de Vermeer n'est absolument pas le costume que l'on portait en Hollande dans ces années 1660-65. C'est un très vieux costume qui a près de 150 ans et qu'on appelle le costume à la bourguignonne. Il a été très à la mode en Hollande, bel et bien, mais dans les années 1530. Alors, voilà une étrangeté. Si c'est Vermeer, pourquoi reporte-t-il son image 150 ans plus tôt? Curieux anachronisme donc. Deuxième chose très singulière concernant toujours le même personnage du peintre, il est en train de peindre, c'est une évidence. Mais je pense que vous voyez que le tableau est vraiment à peine ébauché. La toile est blanche, hormis la couronne de laurier qui est peinte à grands traits de bleu, même bleu d'ailleurs que l'on retrouve sur le modèle, seulement. Étrangeté, pourquoi est-ce que ce peintre, Vermeer peut-être, utilise un appui-main, vous voyez ceci, c'est ce qu'on appelle un appui-main, pour ne pas abîmer une composition encore fraîche, mais appui-main que les peintres académiques utilisent à la fin de leur travail, pas tout au début. Là, il peut mettre son coude autant qu'il veut sur la toile. Alors pourquoi cet étrange appui-main dans un tableau qui ne fait en fait que s'ébaucher ou à peine?
Donc vous voyez que dans le premier portrait déjà, pas mal de points d'interrogation, pas mal d'étrangetés, dirais-je, qu'on peut résumer par peut-être autoportrait de Vermeer, mais en tout cas dans un habit de 150 ans antérieur à sa carrière, peignant, c'est un fait, mais de façon étrange, puisqu'utilisant un objet de fin de travail alors qu'il n'est qu'au début du travail, autrement dit donc l'appui-main. Deuxième personnage, et tout autant de points d'interrogation, le personnage de la femme. Pour la moitié des critiques, il s'agit de la femme de Vermeer, Katharina Vermeer. Pour l'autre moitié des critiques, il s'agit de sa fille aînée, Gerta Vermeer. Or, jusque-là, vous allez me dire, c'est pas trop intéressant, et je suis tout à fait d'accord. Sauf que l'âge du modèle, est très jeune, je pense, vous pouvez le voir, permettrait alors une datation. En effet, si c'est Madame Vermeer, c'était très près de leur mariage, à ce moment-là, la date devait être repoussée bien avant 1665, dans les années 1640. Or, il est impossible que Vermeer ait eu la maîtrise de l'espace et de la lumière qu'il montre dans ce tableau, qui est un tableau de sa grande maturité. Donc, c'est QFD, mon cher Watson, ça ne peut être que sa fille. Or, sa fille, nous en connaissons les traits, elle ne ressemble absolument pas à cette dame-là. Puis, continuons sur le personnage féminin. Le costume est étrange. C'est quelques feuilles bleues sur la tête, cette espèce de grande étoffe bleue drapée, mais je dirais assez sommairement, sur une jupe blanche par ailleurs, et cette façon, on ose dire maladroite de porter, et un livre est ce qu'on serait tenté d'appeler un tuba, mais ce n'en est surtout pas un, je me suis renseigné et j'ai des sources, c'est une sacre-boute, rien moins que cela, si vous préférez une trompette. Bon. Alors, naturellement, elle représente quelqu'un. Vous prenez donc votre livre préféré d'iconologie, vous savez que depuis le XVIe siècle, de très grands savants ont publié la façon de représenter à l'emblème près les différentes vertus, muses, arts ou que sais-je encore, et vous arriverez à découvrir que celle qui porte le livre dans lequel s'écrit l'histoire, en règle générale Hérodote, celle qui porte la trompette de la renommée, c'est la muse de l'histoire. Autrement dit, il s'agit de Clio. Donc nous aurions ici la représentation de Vermeer peignant quelqu'un, peut-être sa femme, peut-être sa fille, sous forme de Clio. Une étrangeté de plus, vous remarquerez que la jeune femme ne regarde ni son livre, ni son peintre, ni son spectateur, mais la nature morte d'objets qui se trouvent devant eux. Et vous reconnaîtrez assez rapidement qu'il y a un grand cahier ouvert ici, et puis, plus difficile à identifier, mais quand on le sait, ça va, un masque en plâtre posé à l'envers. Je veux dire, les cheveux sont là, voilà le nez, voilà la bouche, voilà le menton. Un masque en plâtre vu à l'envers. Alors là aussi, l'iconographie nous aide, il est vraisemblable, je dis bien, que le cahier soit une partition musicale et emblématise Euterpe, la musique, et à ce moment-là, le masque serait la représentation, l'iconographie le dit, de Thalie, la comédie. Donc en fait, le tableau représenterait un peintre, peut-être Vermeer, en train de représenter une des 9 muses, mais avec déjà les attributs nécessaires à représenter les autres, ou du moins certaines des autres, au moins Euterpe et Thalie, au moins la musique et la comédie. Donc ceci éclaire, je dirais, le sens même du sujet. Ajoutez à cela encore trois petites étrangetés, et nous serons au bout. Au fond, une carte de géographie, nous en trouverons dans la plupart des œuvres de Vermeer, et nous verrons d'ailleurs qu'il l'utilise même souvent. Vous n'êtes pas sans savoir que les historiens d'art se sont rués depuis 1860 à peu près sur l'œuvre de Vermeer et l'ont scruté au millimètre près. Donc, ils sont allés chercher dans les archives et dans les bibliothèques les originaux de ces cartes, et ils les ont toujours trouvés. Celle-ci est une carte de Nicolas Piscator, un grand géographe, en même temps que chroniqueur d'ailleurs hollandais, des années 1620 à peu près. Et la carte représente donc les 17 Pays-Bas et 20 représentations des villes les plus importantes. Donc, au fond, une représentation de la globalité des Pays-Bas que Vermeer a placée ici. Deuxième chose sur les trois que je voulais ajouter, nous voyons un lustre.
On ne peut pas faire plus hollandais que ce lustre. C'est le lustre hollandais pour film, si j'ose dire. Vous reconnaissez là, en effet, le fameux lustre de laiton ou de cuivre que l'on trouve dans tous les intérieurs hollandais. Il est très beau, mais remarquez qu'il n'a pas de bougie. Aucune. Et troisième chose, vous remarquerez que la scène s'ouvre parce qu'on a tiré un rideau. Ce rideau est une grande tapisserie en fait. Cette tapisserie a été examinée elle aussi point par point et on a pu relever qu'il s'agissait d'une tapisserie du début du XVIe siècle de facture espagnole. Alors vous voyez qu'on a déjà pas mal, je dirais, avancé sur le décryptage de ce tableau. Nous avons, si on se résume, peut-être Vermeer peignant peut-être sa femme sous la forme de l'une des muses et vraisemblablement s'apprêtant à peindre les autres, puisque les attributs sont là, dans un atelier qui est marqué essentiellement par une représentation des Pays-Bas, dominé par un lustre hollandais et ouvert par une tapisserie espagnole que vous avez ici. Je n'ai absolument pas parlé de la beauté du tableau, mais je pense que depuis le temps où je recense mes arguments, vous avez eu le temps de vous convaincre, ne serait-ce qu'en regardant, qu'il s'agit d'une pure merveille. Donc, il s'agit maintenant d'essayer d'aller un peu plus loin. Selon certains historiens, il se pourrait que ce tableau étrange, car j'espère que les étrangetés, j'ai su vous les cataloguer, si j'ose dire, il se pourrait que ce tableau étrange ait une signification, en fait, politique. Qu'en se représentant dans un habit des années 1530, Vermeer marque une nostalgie de cette période 1530. Alors vous prenez votre livre d'histoire, qu'est-ce que vous y découvrez? Qu'à cette époque-là, la Hollande était sous le joug espagnol. Alors pour un Hollandais bon teint, vous avouerez qu'avoir de la nostalgie pour la période espagnole peut paraître étrange. Oui, mais vous aurez remarqué aussi le lustre hollandais, comme c'est pas permis, mais sans bougie, et la tapisserie que l'on a enlevée, tirée, espagnole. Donc, pour certains, il s'agirait de représenter ceci, que non seulement Vermeer, mais beaucoup d'artistes de son temps ont ressenti. Il est de fait que la Hollande a réussi à se défaire du joug des Hollandais, des Espagnols, excusez-moi, elle y a même mis le temps, c'est la fameuse guerre de 80 ans, que vous connaissez, et dont nous reparlerons dans un instant. Il est vrai qu'il n'y a donc plus d'Espagnols, il y a une nouvelle société dirigeante, la société des grands marchands, mais qui s'avère être riche et prospère peut-être, mais exquisément inculte, et peu porté vers les arts. Le lustre sans bougie serait une façon de montrer le peu d'éclat de la société hollandaise. Et la tapisserie qu'on a tirée au magasin des accessoires, somptueuse et colorée, représenterait en fait la nostalgie de la culture, la nostalgie de ce goût des arts et de ce goût du mécénat qu'avaient les Espagnols. Duc d'Albe en tête, disons bien, car il a peut-être été un épouvantable politique, mais il a été, par contre, un homme qui a soutenu les arts de toute sa ferveur, en bon espagnol qu'il était. Donc vous voyez, du coup, le tableau prend une dimension nouvelle, j'ose dire. C'est un splendide tableau d'intérieur, là donc tout le monde est d'accord, c'est un Vermeer parmi les plus beaux, mais en plus, il aurait très discrètement cette connotation cryptée d'une forme de mélancolie par rapport à l'ère du passé, ère pendant laquelle les Espagnols savaient entretenir les arts en Hollande et en fait les faire fleurir, alors qu'au temps de Vermeer, et lui et beaucoup d'autres ont eu infiniment de peine à créer le goût de la peinture, créer le goût de la sculpture, créer le goût du bel objet dans une bourgeoisie qui était essentiellement et fondamentalement pragmatique jusqu'alors. Et je trouve que cette explication, appelons-la judicieuse en tout cas, est intéressante. Elle ajoute un petit quelque chose qui nous aide à comprendre cette forme de malaise des artistes par rapport à leur société. Vous avez tous une fois ou l'autre lu une vie de Rembrandt ou lu une vie de Franz Hals. Vous auriez bien du mal à lire une vie de Vermeer, on ne sait rien de lui. Mais vous y trouveriez ces mêmes arguments, l'incompréhension obtuse, l'incompréhension opaque de la société amsteloddamoise, arlémoise, ou enfin hollandaise de façon générale, devant les audaces de la jeune peinture. Alors que, dans l'époque précédente, même les plus avant-gardistes des peintres trouvaient à susciter l'intérêt des mécènes espagnols. Donc, au fond,
tout ce climat un peu d'amertume qu'on lit dans les écrits de Rembrandt, dans ceux de Frans Hals, dans ceux de Karel Fabricius, dans ceux de Metsu, dans ceux d'à peu près tous les peintres de cette époque-là, se trouvaient comme emblématisés si discrètement par Vermeer dans l'atelier du peintre. Cela étant, je dois encore consacrer quelques mots à ce tableau pour vous en donner un peu le pédigré, l'histoire. À la mort de Vermeer, il a appartenu, et c'est chose normale, à la veuve de l'artiste. La veuve de l'artiste, je vous ai dit tout à l'heure, permettez-moi une parenthèse, que nous ne savons rien, ou presque rien de Vermeer. Je vous donnerai tout à l'heure, et en temps voulu, tout ce que l'on connaît, et ça nous prendra 3 minutes 45 secondes. Par contre, nous savons tout de la veuve depuis l'instant où Jan Vermeer est mort. Parce que c'était une dame qui avait le sens de la revendication et les suppliques qu'elle a écrites pour gratouiller partout où elle pouvait un peu d'argent font qu'on la connaît, mais au quotidien ou presque. Donc, l'atelier lui appartenait, elle l'a cédé à sa propre mère en garantie d'une dette contractée 6 mois auparavant. Puis elle est morte, puis la mère est morte, et en 1696, au fond assez peu de temps après la mort de Jan Vermeer, en 1696, pour la première fois, l'atelier du peintre passe en vente aux enchères. Et maintenant, nous sommes donc ce soir en 1665 à Delft, donc au fond nous n'avons pas changé de siècle, nous sommes toujours au XVIIe siècle, mais nous avons changé de pays. Nous étions à Lunéville, Lorraine, nous sommes à Delft, Pays-Bas, Hollande si vous le préférez, aujourd'hui. Et 40 ans se sont passés. 40 ans qui comptent beaucoup. L'art a évolué dans ces 40 ans, 1635-1665, de façon extraordinaire. Commençons tout de suite par Rome. À Rome, il faut quand même que je vous dise que règne l'un des plus grands papes de l'histoire, c'est Innocent X Pamphili, le célébrissime pape dont le portrait par Velázquez fait toujours frémir tous ceux qui se trouvent à la galerie Doria Pamphili, tellement le regard en est aigu. Un pape qui a été surtout l'un des grands propagateurs du baroque. C'est donc vous dire que on va parler et on va voir du baroque. 1665, Caravage est mort depuis déjà, oh mon Dieu, 50 ans et plus, mais le caravagisme, lui, n'est pas mort. Et en ces temps-là, fleurit en particulier l'école caravagesque que je voulais rappeler par un tableau. C'est cette sainte famille avec la rencontre de Jésus et Jean-Baptiste de Borgiani, un nom que j'avais cité la dernière fois comme l'un de ces êtres qui a repris et en fait continué la recherche de clair-obscur en même temps que la recherche, disons, d'une authenticité de l'interprétation des Écritures à la suite même de Caravage. Donc, on est en plein caravagisme, mais c'est un caravagisme que je dirais beaucoup plus théâtral que celui de Caravage à proprement parler. Le caravagisme de 1665 a quelque chose d'exacerbé, il a quelque chose de parfois un peu excessif, si vous le voulez, et surtout donc, et je répète, une théâtralité extrêmement évidente. Je crois que c'est parfaitement reconnaissable avec cette mélancolie, c'est certainement d'ailleurs une Madeleine, mais on l'appelle la mélancolie de Domenico Fetti, aujourd'hui au musée du Louvre. Repensez à la pudeur, je dirais, de la Madeleine de Caravage que nous avons vue la dernière fois, isolée complètement dans cette grande bulle de gris qui était la sienne, alors qu'ici, vous voyez, on en dit, et on en raconte des livres tombés, le chien qui regarde ailleurs, enfin bref, tout y passe. Je dis une forme donc de théâtralisme, ou en tout cas, disons, une forme de passion dans la peinture qui est de grandissante, avec Fetti particulièrement, mais plus encore peut-être, avec ce peintre merveilleux qui est Salvatore Rosa, un des grands peintres de cette génération 1660. Salvatore Rosa, qui est indubitablement un caravagesque, l'utilisation du blanc et du noir ici le montre bien, mais un caravagesque qui aurait passé à travers tout le romantisme, un caravagesque qui aurait connu Gaspard David Friedrich, si l'on peut dire. Ainsi, les personnages occupent une portion complètement congrue du tableau, le tout étant dans cette espèce de tempête de montagnes, de rocs et de végétation qui donne à l'œuvre un aspect presque apocalyptique. Et justement, c'est bien d'Apocalypse qu'il s'agit, puisque
on ne peut pas trouver plus excessif que Salvatore Rosa sous le pinceau de Monsu Desiderio, même peintre de la même époque si vous le voulez, et qui lui s'est spécialisé aussi dans des scènes de clair-obscur, nuit et jour, soleil et ténèbres, mais toujours en des moments complètement catastrophiques, une dilection je dirais pour l'apocalypse, une dilection en tout cas pour la catastrophe, comme dans cette destruction de Sodome que vous avez ici. Donc si nous nous résumons, dans les années 1665, le caravagisme perdure, mais de méditatif et silencieux qu'il était à l'époque même de Caravage, il est devenu emporté, il est devenu, si j'ose dire, rhétorique, et encore une fois, avec un excès d'effet absolument merveilleux, excès d'effet qui annonce, bien entendu, le baroque. Un nom qui dépasse tous les autres, et ce nom c'est Giovanni Lorenzo Bernini. Autrement dit, sous l'égide de Innocentis Pamphili, le grand art, l'art qui prime, n'est plus l'art de la peinture, c'est l'art de la construction. Pour cet urbaniste à vision cosmique qu'est le pape, c'est un architecte qu'il faut. Donc, quand Bernini débarque de son Naples natal et exécute ses premières sculptures, qui ont le même aspect emporté et je dirais même déchiqueté que les peintures qui viennent de précéder, le pape saisit au vol le génie de ce très jeune créateur. Dans cette Madeleine, aujourd'hui au dôme de Sienne, il y a en effet, je dirais, quelque chose qui rappelle énormément les arêtes vives de Salvatore Rosa. Dans le même dôme de Sienne, dans ce Saint-Jérôme, il y a aussi des hachures de l'espace et du drapé qui rappellent beaucoup la peinture, par exemple, de Borgiani, si vous le voulez. Donc, le pape comprend dans le caractère, appelons-le romantique pour simplifier et pour ne pas toujours dire excessif, mais en tout cas dans le caractère déchiqueté de cette carrière de sculpteur qui est celle de Bernin, alors les possibilités qui s'ouvrent à lui, il attire à son service Bernini, dont on sait qu'il a été aussi architecte et qu'il est prêt à le redevenir, et au fond c'est le pape qui fait éclore le plus grand génie de l'ère baroque, c'est Bernin, non plus en tant que sculpteur, ce qu'il a été jusqu'alors, mais en tant qu'architecte, et j'irai même plus loin, en tant qu'urbaniste. Vous reconnaissez là l'une des maquettes offertes au pape par Bernin pour l'une de ses églises, la fameuse église Saint-André du Quirinal, qui en fait est une église caravagesque, en ceci qu'elle utilise, comme Caravage l'a fait en peinture, l'ombre et la lumière en tant que vecteur de la spiritualité. En effet, au niveau du fidèle, l'église est parfaitement classique, avec ses marbres, ses piliers engagés, bon, très bien. Mais quand on élève le regard, alors on découvre que dans la coupole, et par l'utilisation de ces stucs extraordinairement théâtraux d'ailleurs, Bernin a créé comme un effet de tension, je dirais comme un effet d'aspiration, qui nous amène au fait de cette coupole, dans les ténèbres les plus totales, pourtant percer les ténèbres par cet oculus, autrement dit par cette lanterne, au fond de laquelle apparaît et en pleine lumière le Saint-Esprit, ombre et lumière. Donc, de nouveau, voici en architecture un caravagisme poussé à l'extrême. Et vous savez que en plein midi en particulier, toute la coupole, avec ces sortes de rayons dorés, s'embrase pour laisser apparaître la multitude des putti qui célèbrent la grandeur de Dieu. Donc, quelle utilisation et quelle science dans l'utilisation de l'espace et de la lumière, mais toujours donc en fonction de ce fameux clair-obscur. Et dans toute l'église Saint-André du Quirinal, dans toutes les œuvres de Bernin jusqu'à la basilique Saint-Pierre, nous retrouverons cet amour de laisser l'espace dans des ténèbres extrêmement épaisses, avec juste de temps en temps ces puits de lumière qui viennent apporter un dramatisme en matière de clair-obscur qui est en fait beaucoup plus proche de Borgiani, Fetti ou Salvatore Rosa que du grand maître premier qu'avait été Caravage. Et c'est l'utilisation même de cette lumière très tranchée qui permettra enfin de parcours à notre Bernin de créer son chef-d'œuvre le plus absolu, l'extase de Sainte Thérèse, qui dans l'obscurité de l'église Notre-Dame de la Victoire prend une espèce de violence en blanc extraordinaire par le puits de lumière qui a été ménagé au-dessus du groupe et qui en fait fait couler la lumière le long de ces rayons de bronze doré pour illuminer et donner vie à l'impalpable qualité du marbre blanc dans laquelle l'œuvre a été taillée.
Vous pouvez donc imaginer que, avec la définition de ce baroque de la lumière, ou plutôt de ce baroque de l'ombre et de la lumière fait par Bernin, d'autres artistes prendront la relève, des élèves, des disciples, des émules, et ainsi naîtra ce que l'on peut appeler le grand baroque. Je voulais donc vous montrer à titre d'exemple cette chapelle du Gesù à Rome qui utilise elle aussi ce positif négatif, si vous le voulez, de l'ombre et de la lumière pour mieux faire triompher le bronze doré du maître-autel ici. Ou encore mieux peut-être d'un disciple cette fois-ci, voilà, ça c'est fabuleux d'ailleurs, c'est à Turin, cette fois-ci et plus à Rome, la fameuse coupole au-dessus de la chapelle du Saint-Suaire, qui par un espèce d'effet d'anamorphose extraordinairement habile, exorcise les ténèbres pour faire régner une sorte d'ordre au deuxième degré dans ce jeu de poutrelles, de stuc et de marbre qui en fait emblématise la sacralité même du Suaire. Donc, qu'il s'agisse de peinture, qu'il s'agisse de sculpture, nous l'avons vu brièvement avec les exemples du dôme de Sienne et celui de Notre-Dame de la Victoire, qu'il s'agisse surtout d'architecture, nous venons de le voir avec Saint-André du Quirinal, le Gesù et la chapelle du Saint-Suaire. Nous sommes dans un XVIIe siècle célébratif. La cause que les peintres, que les sculpteurs et que les architectes doivent défendre, c'est celle de la foi, et une foi que l'on célèbre avec une indicible ferveur. Tous les moyens, même les plus spectaculaires, pour ne pas dire les plus théâtraux, sont bons pour mettre en évidence la sacralité même de la cause de l'Église. Puis, si vous voulez bien, changement de décor, après le grand baroque de Rome, et c'est assez étonnant de se dire que l'œuvre si muette de Vermeer est la contemporaine des œuvres de Bernin et de tout ce que vous venez de voir, c'est quand même étrange, notre si petite Europe a quand même créé des choses si diverses. Nous allons donc quitter Rome pour voir maintenant Madrid et l'Espagne. Vous vous souvenez que nous avons laissé l'Espagne sous l'égide de Zurbaran et d'un caravagisme extrêmement strict. Même silence, même austérité, même emblématisme chez Zurbaran que chez Caravage. Les choses ont changé, le temps a passé. Nous sommes sous le règne de Philippe IV et de Marie-Anne d'Autriche, dont je vous rappelle qu'elle est la fille de l'empereur Ferdinand III, et donc qu'elle est une Habsbourg. Nous sommes à l'époque de la grande domination des Habsbourg en Espagne. Zurbaran est démodé, il est mort dans la misère, il est mort oublié de tous, on l'ignore déjà, et Murillo triomphe. Nous sommes à la grande époque du triomphe de Murillo, c'est-à-dire d'un piétisme célébratif un peu sucré, mais qui correspond parfaitement bien aux aspirations religieuses de la cour d'Espagne et en tout cas du couple royal. Heureusement, ce n'est quand même pas Murillo qui est le peintre officiel de cette cour, parce que sinon, j'espère ne choquer personne, mais je crois qu'on l'aurait oublié, c'est Velázquez et cela vaut mieux. Donc, nous allons maintenant nous déplacer et découvrir l'Espagne et Velázquez. Alors d'abord, je voulais vous rappeler tout de même les personnages de Philippe IV et de Marie-Anne d'Espagne, enfin ex-d'Autriche. Vous savez que Velázquez a dû les peindre et repeindre des centaines de fois tout au long de sa vie. Je n'ai donc pas osé vous apporter un des centaines et centaines de tableaux qu'immanquablement vous avez vus partout. J'ai donc amené le plus insolite qui soit, c'est ce petit bout du fond des Ménines où, dans un miroir, se reflète l'image du couple royal. Voilà Philippe, voilà Marianne, en train de contempler leur fille, l'infante Margarita. Mais l'un des plus grands contemporains de notre Vermeer étant Velázquez, nous nous devons de nous y arrêter un moment. Ne serait-ce que pour vérifier ce que je vous avais dit mardi passé, lorsqu'il est allé en Italie et lorsqu'il s'est arrêté à Rome, Velázquez a été l'un des premiers à avoir pour l'œuvre de Caravage un véritable choc. Et voilà, je voulais vous montrer de la période romaine de Velázquez et de son immédiat retour en Espagne, quelques œuvres dans l'esprit de Caravage, dont ce Saint Jean-Baptiste, aujourd'hui au Art Institute de Chicago. Il n'y a rien encore, bien sûr, du Velázquez des Ménines, c'est une œuvre de jeunesse, mais vous voyez dans la rigueur, je dirais, vous voyez aussi dans le silence de la composition, vous voyez aussi dans ce bout de l'emblème que représente le personnage lui-même, quelque chose du grand caravagisme. Ce quelque chose du grand caravagisme va tant obséder Velázquez qu'en fait,
au fur et à mesure, je dirais que les mois passent, au fur et à mesure que les années de formation passent, son caravagisme devient plus fervent. Il adopte comme Caravage des scènes de rue, il aime à peindre comme Caravage des gens de la rue, et cela dans des couleurs extrêmement franches, extrêmement tranchées de blanc et de noir, comme par exemple ce tableau célébrissime, La marchande de fruits, ou encore mieux peut-être dans ce sublime marchand d'eau que vous avez ici, le marchand d'eau de Séville. C'est ce tableau-là qui est aujourd'hui à Londres et qui est certainement à la fois une des œuvres les plus caravagesques de Velázquez et en même temps, je dirais, son premier chef-d'œuvre. Donc, simplement que vous vous rendiez compte, sur l'apprentissage de l'expérience romaine, sur la découverte de Caravage, il y a vraiment chez Velázquez un besoin, une envie de traquer le clair-obscur, de traquer la couleur, de traquer la matière, qui parfois le fait presque dépasser Caravage et rejoindre Georges de la Tour. C'est encore plus silencieux, c'est encore plus immobile, c'est encore plus insondable que Caravage n'a jamais été. Donc comme si véritablement Velázquez, au fond, s'ouvrait une voie absolument parallèle à celle de son contemporain et quasi voisin de Lorraine, Georges de la Tour. Mais Velázquez devra prendre du service, et c'est auprès de la cour d'Espagne qu'il prendra son service. Il est donc hors de question de traiter Philippe et Marianne caravagesquement. Vous pensez bien. Donc, complète remise en question de l'esthétique et invention d'un nouveau métier, ce métier prodigieux dans le rendu des étoffes, ce métier prodigieux dans la mise en place des personnages, ce métier prodigieux qui réussit à faire de fantoches et de mannequins, ce qu'étaient de fait et Philippe et Marianne, des êtres quasiment héroïques. Alors, voilà, à titre d'exemple, ici, un des grands portraits de Marianne d'Autriche, bien sûr. Aux côtés de la reine, ce que Velázquez préfère peindre, ce sont les infantes, les 6 infantes qui naîtront du couple royal, mais une, véritablement, l'obsédera tout au long de sa carrière, c'est la plus blonde et peut-être la plus Habsbourg du même coup, c'est Margarita, infante d'Autriche, que nous retrouvons à travers les cimaises du Prado à tous les âges. Dans l'âge le plus tendre, ici, Ménine, que vous aurez reconnu, et du coup, puisque vous êtes tout près, regardez l'audace de métier de Velázquez. La représentation de ces fleurs de tissu sur le corsage de l'infante sont dignes de Manet, ou même on peut se demander si Manet aurait osé en faire autant, soyons francs. Puis, une Margarita que l'on trouve, petite fille encore, mais avec la gravité, bien sûr, de la situation de cour, dans ces invraisemblables robes qu'il n'y a que des Espagnols pour pouvoir porter, le vertugadin d'osier qui cliquetait à la marche comme les castagnettes d'un fandango funèbre. Voilà donc cette Margarita d'Autriche en soie bleue et brandebourg d'argent, un tableau splendide, mais d'une froideur incroyable. Et une année plus tard, le troisième, je vous montre, mais le deuxième portrait de petite fille, si vous voulez, de l'infante Margarita, celui-là, la reine l'a gardé près d'elle au Prado, c'est Margarita en robe d'argent et rose, qui est un tableau d'une tendresse, au-delà de l'officialité, absolument étourdissant. Le tableau est si beau d'ailleurs sur le plan pictural que j'ai pensé qu'un détail vous plairait. Regardez avec de nouveau quelle liberté, quelle rapidité, en même temps que quelle science, Velázquez réussit à suggérer le lamé d'argent de tout ce tissu, et regardez aussi la façon dont il allège le mouchoir protocolaire jusqu'à le rendre quasiment inexistant. C'est comme un diapre qui serait posé en fait sur cette robe-ci. À côté des femmes, Marianne, les infantes, Velázquez se doit, et ô combien, de peindre les hommes, bien sûr. Alors, il y a le roi. J'aimerais simplement que vous regardiez bien ce portrait de Philippe IV, il est absolument terrifiant, disons bien. Philippe IV en habit de notaire de province, habit qu'il affectionnait tout particulièrement d'ailleurs, noir, col blanc, l'étrange moustache que d'aucuns ont repris plus tard de reconnaître, le cheveu gras aussi, ça a été repris d'ailleurs, disons bien. Voilà, mais un portrait d'une austérité hollandaise, c'est le cas de le dire. Et regardez
cet autre portrait. Alors celui-là c'est le roi, celui-là c'est l'empereur. Eh bien, là encore, Velázquez était peut-être l'un des plus extraordinaires et l'un des plus aigus, on dirait aujourd'hui un des plus pointus des reporters de son temps. Voilà celui qui n'était en fait que le ministre du roi, c'est le fameux duc d'Olivares, mais il était, et chacun le sait, le véritable maître de l'Espagne. Donc, à ce roi qui ressemble à un valet, il fallait substituer l'image d'un valet qui ressemble à un roi. Voilà donc Olivares, cheval cabré, pourpre au vent, paysage de tempête, tout y passe, et cela fait de ce tableau un des portraits les plus épiques que Velázquez ait jamais signé. Et regardez bien encore une seconde ce tableau, tous ceux-là sont au Prado, donc vous les reconnaissez je pense. Regardez encore une seconde ce tableau parce que très curieusement, Velázquez en a fait comme une sorte de contre-version, vous allez voir. En effet, lorsqu'il a dû peindre le tout petit, le tout chétif, le tout maladif Balthazar Carlos, l'infant d'Espagne, il l'a jugé sur un même cheval et dans un même paysage avec une même allure et une même attitude césarienne, non, ça c'est vilain, impériale, voilà, tiens, une même attitude impériale, mais du même coup et de nouveau, la faiblesse, la chétivité, je dirais, de la cause de cet enfant est évidente, beaucoup trop petit pour l'immensité de son cheval, et surtout beaucoup trop fragile pour l'emportement et le galop même de ce cheval. C'est donc comme une sorte de version, je dirais, à rebours de celle d'Olivares. Donc, et ça que j'essayais de vous montrer, avec cette prépondérance dans la peinture espagnole de Velázquez, nous avons affaire à un peintre officiel qui est peut-être l'un des rares, pour ne pas dire l'un des seuls de l'histoire de la peinture officielle, à avoir dépassé son mandat de strict portraitiste pour nous avoir véritablement donné une vision, mais une vision pensée, une vision mûrie, une vision éprouvée de ce qu'était la cour, le roi, la reine, les grands nobles et surtout la descendance, c'est-à-dire les princes et les princesses que l'on appelle enfants et infantes. En tout cas, un des plus grands chapitres de l'histoire de la peinture occidentale aussi, dans le Madrid de 1665 avec Velázquez. Et de nouveau, offrons-nous un changement de décor et arrivons, après Rome, sous Innocent X, après Madrid, sous Philippe IV, à Paris, ou plus exactement à Versailles, sous Louis XIV. Nous sommes en 1665, encore au début du règne. Louis XIV est jeune en ces temps-là. Nous sommes au début du règne donc. Nous sommes à l'époque où le roi a choisi Versailles. On commence à agrandir le petit château de Versailles pour en faire l'immense cosmos que cela deviendra au cours des ans. On commence à en dessiner le parc, on y donne déjà de grandes fêtes, le roi commence déjà cette politique de rassemblement autour de lui des grands noms de la France comme autant de satellites autour du soleil, et donc on peut dire qu'il se prépare vraiment le règne du roi soleil. Et je ne pouvais pas mieux l'emblématiser qu'en vous montrant quelques gouaches de la dernière fête donnée à Paris avant que la cour ne quitte définitivement la ville. Alors, nous sommes dans la cour du Louvre, qu'on appelle depuis cour du Carrousel, jusque là ça va, je pense, et vous voyez cette fête qui a coûté effroyablement cher, mais qui était au fond la première manifestation de cette espèce de centralisme absolu dans la splendeur que voulait le jeune roi. Et les costumes ont été immortalisés, bien entendu, par les chroniqueurs de ce temps-là. Voilà les héros romains, complètement hallucinante représentation baroque de la romanité en ce temps-là, et, tenez-vous bien, le roi lui-même, c'est certainement une des représentations les plus incroyables d'un Louis XIV, qu'on était encore à l'époque où il ne renonçait pas à danser devant la cour, chanter devant la cour, donc où il jouait encore ce rôle d'Apollon musagète, d'Apollon président au cénacle des Muses, qui était le sien jusqu'au moment où vraiment la flébite la clouait, si j'ose dire. Alors, à un roi aussi monolithique que Louis XIV, il fallait un peintre aussi monolithique que Nicolas Poussin.
Louis XIV est un roi qui a voulu régner sur tout, Nicolas Poussin est un peintre qui a régné sur toute la peinture française. Louis XIV a voulu faire régner l'ordre, Poussin a fait régner l'ordre et le classicisme avec cette science de la composition absolue qui était la sienne. Je dirais donc qu'il n'y a pas meilleur peintre pour emblématiser le génie français du siècle de Louis XIV que Nicolas Poussin, dont vous avez l'autoportrait ici, est aussi royal que l'était tout à l'heure le portrait même du roi. Poussin, vous le connaissez, formé à l'école classique de Rome, il a privilégié un art extraordinairement architecturé, extraordinairement construit, extraordinairement rigoureux, dont toutes les lignes étaient étudiées de façon à ce que des formes parfaites, de façon à ce que des proportions parfaites, de façon à ce qu'une balance parfaite de la ligne courbe et de la ligne droite soit véritablement chantée. Et je voulais vous dire cela en vous montrant un de ces innombrables et merveilleux dessins où justement par le lavis brun-blanc s'emblématise très bien cette domestication même de la lumière qu'a tenté Nicolas Poussin. Et dans la peinture, la chose devient immédiatement apparente. Voici quelques Nicolas Poussin qui ont fait partie d'ailleurs des collections royales, comme par exemple ce très beau berger d'Arcadie, mais vous voyez que littéralement toute la composition et le moindre geste du moindre personnage jusqu'aux index sont en fait domestiqués à l'ensemble d'une composition savante, avec des diagonales très apparentes. Mais qu'on ne dise pas, parce que ce serait trop, qu'on ne dise pas que Poussin, ça n'est que la composition et la science de la composition. C'est quand même aussi beaucoup plus que cela. C'est un peintre merveilleux. Il est vrai que dans beaucoup de tableaux où vraiment on sent un peu trop peut-être l'imitation de la frise romaine, l'imitation du bas-relief grec, donc une certaine froideur classique, ou plus exactement néoclassique, dans certains. Dans d'autres tableaux, alors, il y a une espèce d'émotion extraordinaire. Et je trouve ce tableau-là l'un de ses chefs-d'œuvre, voilà pourquoi je voulais vous le montrer, c'est cette méditation de Saint Jean à Patmos, qui n'est que le prétexte à peindre un des paysages les plus admirablement équilibrés qui soit. Regardez que chaque bloc, chaque tambour de colonne est tombé là où il fallait pour que règne, encore une fois, cette perfection même dans l'apparent chaos des architectures effondrées. Et le tout peint avec une science, le tout peint avec un bonheur de peindre qui est étourdissant. Et donc, on peut dire que l'esthétique de Poussin va marquer tout le siècle de Louis XIV. Le roi y adhère pleinement, car après tout, c'est aussi son sens de l'ordre qui est ici chanté, bien entendu. Et donc, Poussin va pouvoir multiplier des œuvres aussi parfaites que celles que vous avez devant vous. La rencontre d'Orphée et d'Eurydice, ou plus exactement, la mort d'Eurydice, car remarquez que Eurydice, effrayée, est en train d'être piqué par le serpent qui l'emmènera aux enfers, et vous connaissez la suite, ou sinon, écoutez Offenbach. Quoi qu'il en soit, c'est surtout bien sûr dans le paysage, dans la parfaite balance des lignes arrondies et des lignes aiguës, dans le parfait, encore une fois, harmonie, si voulue, si élaborée d'ailleurs de l'ensemble, qu'on trouve ce reflet de classicisme si propre au siècle. Ce qui fait que, et il ne faut pas s'en étonner, toute la grande peinture française, tout ce que l'on appelle le grand goût français du XVIIe siècle, va emboîter le pas de cette célébration de l'ordre, avec un O très majuscule. De Poussin, on peut passer à Lorrain, le premier peut-être grand paysagiste de l'histoire de la peinture française, mais qui lui aussi a réussi à assujettir même les myosotis au canon de l'ordre et de la composition, particulièrement visible dans ce paysage idéal de l'Italie. Donc, avant de quitter la France, sous l'égide de Poussin, la splendide célébration donc de la mesure et de l'ordre, et je crois ceci est la caractéristique la plus absolue du siècle de Louis XIV, c'est-à-dire de ces fameuses années 1665. Nous avons donc en fait traqué, je dirais, l'évolution des arts à travers la Rome de Innocent X, dominée par Bernin,
La Madrid de Philippe IV, dominée par Velázquez, et la France, le Versailles de Louis XIV, dominé par Poussin. Eh bien, Bernin, Velázquez et Poussin sont des absolus contemporains de notre Werner. Nous arrivons donc maintenant à la quatrième ville, mais celle qui va vraiment nous arrêter tout le temps qui nous reste, Delft, que nous découvrons pour la première fois. Je me permets simplement de rappeler un tout petit peu d'histoire en l'occurrence. C'est en 1648, par le fameux traité de Münster, un traité qui est l'un des innombrables qui clôt la guerre de 30 ans, c'est donc par le traité de Münster que les 17 provinces des Pays-Bas sont reconnues en tant qu'États indépendants sous le nom de provinces unies. Vous avez bien retenu la date, j'espère. Enfin, 1648, c'est donc déjà l'époque de Werner. Je dirais qu'il a vécu, au fond, cette libération, cette indépendance et surtout cette reconnaissance européenne de son pays, ou plutôt de ces pays que l'on appelle donc provinces unies. Les Hollandais sont chez eux pour Hollandais en bon hollandais, il n'y a plus personne qui vienne se mêler d'eux, et c'est dès ce moment-là, et avec une rapidité fulgurante, l'essor de l'économie, l'essor de la prospérité en Hollande. Commence presque tout de suite ce qu'on appelle le siècle d'or. Cela est dû au grand commerce, cela est dû aussi à une industrie qui exploite ce grand commerce, dominée par la Compagnie des Indes orientales, fondée en 1602 déjà, et la Compagnie des Indes occidentales, créée un tout petit peu plus tard, en 1621. Donc, lorsque Werner se mettra à peindre, la Hollande est libre, riche, prospère, paisible, sereine et heureuse. Alors, je voulais vous montrer ce bonheur hollandais par la peinture, une fois de plus. Comme je l'ai fait jusqu'à présent à propos des autres capitales, j'aimerais vous montrer par la peinture le bonheur hollandais. Les Hollandais sont heureux parce qu'ils croient en Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Guillaume d'Orange. Que leur Dieu soit le Dieu des catholiques ou le Dieu des protestants, je dirais qu'à partir de 1648, les choses s'arrangent. Donc, je trouve que dans cet admirable intérieur d'église, à la fois grandiose et austère, comme sait l'être la Hollande, il y a quelque chose d'un portrait du Dieu des Hollandais. C'est signé par Sandredam, un des hommes qui va d'ailleurs consacrer son génie, car je n'hésite pas à parler de génie dans cette peinture du blanc sur blanc, consacrer son génie donc à peindre des églises blanches tout au long de sa vie. Intérieur d'églises qui finissent par éclater tellement en fait le blanc y est monumentalement traité. Donc, c'était mon argument, les Hollandais sont heureux parce qu'ils croient en Dieu. En effet, Dieu leur a donné un beau pays. Alors là, toute une frange de la peinture hollandaise, à la demande bien entendu de la clientèle, va se consacrer à peindre ce fameux plat pays qui a peut-être les plus beaux cieux du monde, comme par exemple ici, sous le pinceau d'un des plus grands paysagistes de tous les temps, c'est Ruysdael, que vous reconnaissez indubitablement. Donc un pays immensément ouvert, mais avec parfois aussi de privilégiés petites, districts secrets, des petits morceaux d'Éden, pourrait-on dire, marqués par une vieille ferme, un moulin, un canal ou que sais-je. Et là aussi, il y a le spécialiste. Si Ruysdael est le grand peintre du paysage large, Hobbema est lui le peintre d'un paysage plus serré et plus édénique. Vous en avez une des plus belles versions qui soit ici. Les Hollandais croient en Dieu, ils croient en la beauté de leur pays, mais ils croient surtout, croyez-moi, en leur propre, beauté, ce serait un peu méchant, ils croient en tout cas en leur propre sûreté d'être, ils croient en leur propre identité. Voilà, je crois que c'est surtout cela. Dès 1648, dès 1650 en tout cas, on commence à voir apparaître un genre jusqu'alors ignoré, c'est le genre du portrait. Parce qu'après tout, quand on est assujetti à un maître et qu'on ne doit que travailler pour lui, ce qui avait été le cas pour les Espagnols jusqu'alors, alors, au fond, l'identité vous échappe. Dès l'instant où vous êtes libre, dès l'instant où l'argent que vous gagnez par vos mains vous appartient, alors vous commencez à exister. Vous prenez une identité et donc, dès lors, on vous peint. Et voilà, par exemple, dû à un portraitiste hollandais de cette époque-là qui s'appelle Mees, M-A-E-S,
Metz, un double portrait, le portrait d'un jeune homme et, vous verrez tout à l'heure, d'une jeune fille, son épouse. Mais c'est des portraits absolument extraordinaires en ceci qu'ils montrent une telle sûreté de soi, une telle, comment vous dire ça, aisance dans le quotidien qu'on voit bien à quelle vitesse cette société hollandaise, point 1, s'est relevée, 2, a regagné le temps perdu, 3, s'est mis à la pointe de ce qui se faisait dans l'Europe du temps, la mode, l'attitude, le vêtement, l'expression même des personnages le montre bien. Donc vraiment, en 1660, d'Amsterdam à Delft, nous avons une société régnante et riche qui est véritablement au niveau de toutes les autres sociétés européennes. Et même, de temps en temps, quand le temps le lui permet, l'artiste peut s'amuser à peindre la soubrette de service, comme dans ce merveilleux petit portrait qui représente une jeune servante. Et c'est une œuvre absolument exquise, surtout quand on la met, je dirais, en contrepartie du somptueux double portrait que vous venez de voir, les patrons et la petite. Je trouve ça presque un côté Noce de Figaro, allez. Bon. Tous ces gens-là vivent dans des intérieurs absolument splendides. Les maisons, les hôtels de la Hollande de l'époque, Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Delft, sont absolument superbes. Et là aussi, il y a des peintres spécialisés, comme le peintre d'église, comme le peintre de paysage, comme le peintre de portrait que nous venons de voir. Le peintre d'intérieur, celui qui doit témoigner de la prospérité économique et en même temps de la sérénité dynastique de la Hollande au XVIIe siècle, le peintre d'intérieur donc est un peintre accrédité. Voici un exemple de l'un des plus grands, c'est Peter de Roer, qui a été tout au long de sa vie l'homme qui a multiplié de telles scènes en clair-obscur, extrêmement habile, extrêmement bien peinte, et il aurait été un extrêmement grand peintre si, hélas, il n'y avait pas eu un jour M. Vermeer, mais ça, c'est pour dans un moment. Voilà. Donc, ces gens-là vivent même si bien qu'ils entrent quasiment de plein pied tout de suite dans la mythologie. Au fond, à avoir une table aussi royalement chargée, pourquoi ne pas y inviter, sinon les dieux, de moins les demi-dieux. Voilà donc ce merveilleux tableau de Jordaens qui montre la prospérité des campagnes de Hollande, où il y a des fruits assez beaux pour que les satyres de l'Antiquité viennent rendre visite au plat pays. Voilà donc la visite du satyre de Jordaens, qui est un des tableaux les plus curieux iconographiquement qui soit. Et puis ça permet de voir au passage, c'est aussi un peu pour cela que vous faites cet éventail des genres de la peinture hollandaise au siècle d'or, ça vous permet de voir de très très grands peintres aussi, car après tout, Ruysdael, Hobbema, Metz et maintenant Jordaens sont immenses peintres, bien sûr. Alors, l'art, ou plutôt le genre d'art, par lequel la Hollande va vraiment le mieux emblématiser sa prospérité et sa richesse, c'est l'art de la nature morte. Donc, très évidemment, ces tables chargées des fruits les plus rares, des mets les plus exquis et les plus délicats, des porcelaines les plus fines, des argenteries les plus lourdes, ce genre-là va littéralement faire école à travers toute la Hollande. Et nous aurons l'occasion d'en reparler assez abondamment d'ailleurs mardi prochain, puisqu'après tout, sans nature morte hollandaise, il n'y aurait peut-être pas eu de Chardin en France. Donc, nous y reviendrons, c'est sûr, mais je voulais au moins vous montrer quelques exemples, comme par exemple ce qu'on appelle cette nature morte bourgeoise en ceci qu'elle n'est pas, si vous voulez, seigneuriale de mise en page, mais qui a un détail intéressant, celui de présenter au beau milieu de la composition un magnifique vase chinois est parfaitement identifiable par un connaisseur. Cette dynastie de Ming règne de Yongqiang. En l'occurrence, c'est un de ces innombrables pièces chinoises exportées par les compagnies des Indes vers la Hollande, qui était peut-être le réceptacle des arts orientaux le plus riche et surtout le plus ouvert que l'on puisse imaginer. Nature morte bourgeoise à laquelle j'aimerais faire succéder une nature morte seigneuriale. Voilà justement la différence avec ce ton plus solennel et cette peinture peut-être encore plus virtuose. Ça, c'est le maître du genre, c'est Wilhelm Kalf, dont nous reparlerons parce que Chardin avait pour lui une admiration éperdue. Kalf qui met en scène d'admirables verreries, c'est vrai, une admirable porcelaine chinoise, c'est vrai, mais surtout au milieu de la composition, un des citrons les plus extraordinaires que l'on ait jamais peint. Donc, voyez encore dans tout cela, pour l'instant, qu'une emblématisation de ce bonheur d'être hollandais que la bourgeoisie du temps chargeait les peintres d'immortaliser. Cela allait bien sûr jusqu'à cette
emblème même du bonheur que la fleur, il y aura, et ce sera la première fois en Europe, notez-le bien, il y aura des spécialistes du bouquet. C'est-à-dire que vraiment, pour la première fois, une société demandera que dans la variété des essences, dans la variété des couleurs, dans la variété des parfums presque d'une peinture de fleurs, puisse surgir le bonheur domestique. Et un des grands spécialistes du genre sera Bruegel de velours, et vous avez ici le plus célèbre de tous les bouquets de Bruegel de velours. Il est aujourd'hui à Munich, Alte Pinakothek. De même d'ailleurs qu'est à Munich ce merveilleux tableau d'un peintre que, mais je n'engage que moi, je trouve presque plus extraordinaire encore que Bruegel de velours, c'est Van Wissum, moins connu, mais qui a fait dans des bouquets très petits des transparences de soie d'une somptuosité à nul autre pareil, et vous avez ici peut-être l'un des plus beaux bouquets de Van Wissum. Donc, non seulement il fait bon être hollandais en 1660, mais mieux que cela, je dirais, il fait bon être peintre hollandais en 1660, parce que l'on peigne du paysage, du portrait, de la scène d'intérieur, de la nature morte ou de la fleur, on est sûr de trouver une clientèle. Peut-être pas une clientèle très exigeante, peut-être pas encore une clientèle très savante, peut-être pas encore une clientèle de goût. Regardez ça, c'est adorable. C'est une peinture qui représente Dieu sait quoi, une scène d'auberge dans laquelle une bonne dame, un vague bossu, en tout cas un nain, sont en train de danser avec un chien. Ce tableau-là, je veux dire, c'est quand même pas si génial. Je suis d'accord avec vous, mais attendez. Car en fait, vous n'avez vu que le tableau dans le tableau. Je m'explique, ce que vous venez de voir, c'est ça. Alors, c'est une plaisanterie de peintre, mais extrêmement intéressante, je dirais. Le peintre il est représenté ici, bien sûr, et c'est l'atelier du peintre. Autrement dit, il a ses modèles qui sont là, vous les voyez bien sûr, ils sont en train de se reposer pendant que lui prépare ses couleurs, et naturellement, ils ont rompu la pose. Mais vous les reconnaissez tous, ils sont en fait là-dessus. Le chien est là, le nain est là, la dame est là, le vague arlequin est ici, etc. Donc, au fond, c'est une des premières fois dans l'histoire de la peinture occidentale que l'on s'amuse à ce jeu de l'illusion, le tableau dans le tableau, dans laquelle, beaucoup plus tard et très près de nous sommes tous, Magritte en particulier, avec un autre sens, je veux bien, et Magritte fera quelques heures de génie. Ben, j'entends, il faut être un peintre paisible pour inventer, entre guillemets, un procédé narratif aussi savant que celui-ci. Et tout cela étant montré maintenant, nous apportons bien sûr Vermeer. Il faut maintenant que j'évoque très rapidement sa vie. Je vous ai promis 3 minutes 40, ce sera même 2 minutes 35, je vous promets. Nous connaissons de Vermeer les faits suivants. Le 31 octobre 1632, on a baptisé en la Neue Kerk, la nouvelle église de Delft, Johannes ou Jan, fils de Régnier et de Digna Vermeer. Première des choses. Deuxième des choses. Le 5 avril 1653, à l'hôtel de ville de Delft, on a célébré le mariage civil de Jan Vermeer et de Katharina Bolms, originaire de Gouda, de 5 ans son aîné. Donc, en 1653, Vermeer se marie. Troisième des choses, le 15 décembre 1675, Jan Vermeer, peintre de son état, est enseveli dans la Oude Kerk, la vieille église de Delft. Et vous savez tout. Naissance, mariage et mort sont les 3 seuls documents que nous ayons concernant la vie de Vermeer. À part ça, quelques vagues histoires de famille, quelques vagues histoires de petits héritages, quelques vagues histoires de menus monnaies par rendu, quelques vagues histoires de tapage d'auberge, mais rien, je peux vous dire, rien de plus que ces 3 événements-là. Sauf un encore, le 22 avril 1653, c'est-à-dire quasiment le lendemain de son mariage, il a été reçu comme peintre dans la guilde de Saint-Luc de Delft. Donc il fait partie de la corporation des peintres dès 1653. Et alors maintenant, vous savez tout.
Mais si vous y réfléchissez, c'est hallucinant. Cet homme qui sera peut-être le plus grand peintre de tous les temps, j'ai encore un petit moment pour vous le prouver, nous ne connaissons ni ses maîtres, ni ses modèles, ni ses compagnons, ni ses camarades, ni l'évolution de son œuvre, ni ce qu'il a pensé de son œuvre. Nous n'avons pas une ligne écrite de Vermeer. Mais par contre, il nous a légué son œuvre, et son œuvre parle pour lui. C'est ce que nous allons voir maintenant. Ceci est unanimement reconnu comme le premier Vermeer connu. C'est une œuvre absolument fabuleuse, je peux dire, de grand format, c'est quasiment 1,40 m de hauteur, et le sujet est un sujet parfaitement caravagesque, qui s'inscrit dans un décor et dans un climat culturel parfaitement caravagesque aussi. C'est un peu dans la lignée des diseuses de Bonaventure, c'est un peu dans la lignée des fils prodigues, c'est un peu dans la lignée des tricheurs, c'est chez l'entremetteuse, puisque vous aurez reconnu, je pense, bien entendu, une frêle jeune fille, enfin pas si frêle que ça, disons bien, voilà, une frêle jeune fille dont le client putatif est en train de palper la fermeté sous l'œil attentif de la sous-maîtresse. Voilà donc ici ce tableau, l'entremetteuse ou la pourvoyeuse. Mais il est évident, et vous le voyez je pense au premier coup d'œil, que ce qui pourrait être et est souvent vulgaire chez beaucoup de peintres, et notamment chez beaucoup de caravagesques. Nous avons pas mal de ces entremetteuses qui sont assez à faire rougir, si j'ose dire, est ici déjà transcendé par Vermeer. Je veux dire que tout l'accent est mis uniquement sur la beauté et la qualité de cette admirable tapisserie, sur la balustrade, et sur surtout l'opposition parfaite de ce jaune sur l'ensemble assez roux de l'œuvre. En tout cas déjà un tableau de promesse, mais j'ose dire que Vermeer n'est pas encore né. Deuxième tableau de Vermeer connu, Metropolitan de New York à l'heure actuelle, très fidèle à l'esthétique du tableau précédent, la fameuse servante endormie que vous avez là. Alors, une grande table, prétexte à peindre un tapis, une jeune femme, prétexte à peindre la beauté de l'incarnat même de la peau, et un décor ramené à l'essentiel de quelques lignes verticales et horizontales. Déjà, je dirais, un de ces tableaux sans sujet, mais qui pourtant peut faire rêver pendant une vie entière. Et j'ai déjà dit, mais je dirais encore, c'est cela le miracle de Vermeer, c'est qu'avec rien qui se passe, peuvent se créer véritablement des épopées. Alors, voilà donc ce tableau-ci. Et je dirais qu'on commence à sentir ce que va devenir la recherche de Vermeer, mais on n'y est pas encore. Pourtant, il y a déjà un énorme progrès au niveau de la peinture. Et il faudrait remarquer en effet, là, le détail vu d'un peu plus près vous permet de voir le chatoiement et le velouté ici du tapis, qui est absolument extraordinaire, mais aussi et surtout la beauté de la nature morte, voilà. C'est-à-dire le grès, la panse de ce grès qui est ici, et l'admirable assiette de fruits qui se trouve au-dessus. Et là, on peut dire que s'il y a un seul peintre qui a mérité le nom d'impressionnisme véritablement, c'est certainement Vermeer et aucun autre. Car il est vrai que personne autant que lui ne réussit par l'artifice de la peinture à rendre ce frémissement de la lumière sur l'objet qui est en fait le donné privilégié, je dirais, de notre sens. Donc de nouveau un tableau absolument superbe, mais ça n'est pas encore tout à fait Vermeer. Troisième tableau que je vous présente, troisième Vermeer donc, et là, vous voyez, ça se précise. Je veux dire, on reconnaît la même nappe que tout à l'heure, on reconnaît la même nature morte de fruits, on reconnaît ce même goût d'un espace extrêmement simple ramené à autant d'horizontales et de verticales sur laquelle joue alors la souplesse de ligne du jeune modèle en train de lire sa lettre ici. Je veux dire, on commence à voir ici ce qui va devenir la problématique fondamentale de Vermeer, c'est-à-dire la mise en situation dans l'espace, dans le temps et dans la couleur de son ou de ses modèles dans une perspective donnée, perspective toujours intransigeante d'ailleurs. Et je dirais qu'il y a un point ici qui déjà fait penser à ce que sera le grand Vermeer dans très peu de temps. Regardez, quel autre peintre que Vermeer aurait pris le souci de refléter le visage de la jeune femme dans la vitre et à le représenter avec cette déformation mosaïquée due tout simplement à l'implantation des carreaux.
Alors il y a là, dans cette espèce de dialogue avec soi-même, quelque chose qui rappelle la future poésie des grands tableaux que nous allons découvrir maintenant. Et puis tout d'un coup, c'est le fameux éclatement de 1646, un des seuls tableaux de Vermeer qui soit à la fois signé et daté, c'est la vue de Delft. Or, cette vue de Delft est inouïe, mais Malraux en a tellement bien parlé, Proust en a tellement bien parlé, Claudel en a tellement bien parlé, qu'après tout, référez-vous à eux. En tout cas, c'est certainement l'un des seuls paysages de l'histoire du paysage occidental qui nous donne un moment de vision privilégiée qui n'a peut-être duré qu'une seconde. En règle générale, un paysage vous représente quelque chose noyé dans la lumière ou noyé dans les ténèbres, mais si j'ose dire pour l'éternité. Or, regardez, Vermeer ici nous a donné un Delft qui est dans l'ombre et tout d'un coup éclairé par un coup de soleil. C'est un coup de soleil de quelques secondes sur la ville. Et on voit ce soleil qui commence à apparaître ici et qui va très vraisemblablement disparaître. Donc, du coup, l'impression d'un moment qui va partir, d'un moment fugace, d'un moment qui s'enfuit, mais peint avec une telle sérénité, peint en même temps avec une sorte de tel, j'ose dire, classicisme, que cette seconde a l'air de devoir s'arrêter pour l'éternité. Et vous savez que c'est devant ce tableau-là que Proust a dit, et pourquoi ne pas le citer, quand j'ai vu la vue de Delft de Vermeer, j'ai su que je voyais le plus beau tableau du monde. Je pense qu'il a un peu raison. Et il s'en est assez souvenu pour que plus tard, dans La Prisonnière, ce soit devant cette même vue de Delft qu'il fasse mourir l'un de ses héros, Bergotte, souvenez-vous, allant voir l'exposition des Hollandais à l'Orangerie, meurt, choisit de mourir devant la vue de Delft. Alors, un détail de cette vue de Delft, juste pour rendre hommage à la fameuse petite tache jaune sur laquelle Proust, ou plus exactement sur laquelle Bergotte a écrit des choses si belles. Mais surtout, puisque vous avez un agrandissement aussi monumental ici, regardez l'étrange texture que Vermeer est en train de mettre au point. On ose parler, il faut parler de pointillisme. Si vous remarquez, il n'y a jamais de plan qui soit simplement peint. Tout est fait par allusion, tout est fait par point. Et c'est comme cela, justement, que se crée, en fait, cette espèce de côté mirage, ce côté vision que l'on a devant chaque œuvre de Vermeer, comme si la réalité, en fait, nous échappait pour se transcender par la vision. Eh bien, cette Delft-là est déjà une Delft de vision. À partir de la vue de Delft, au fond, Vermeer, pour ainsi dire, ne prendra plus que des scènes d'intérieur, pour ainsi dire. Et ces scènes seront des modulations, au fond toujours les mêmes, dans un intérieur toujours le même, avec des personnages toujours les mêmes, accoudés à des meubles ou assis sur des meubles toujours les mêmes, et pourtant, et à chaque fois, ce sera le mirage. Alors, simplement, je m'explique pour bien me faire comprendre, une chambre, une fenêtre à gauche, fermée par, bien sûr, un vitrage plombé, avec au centre un vitrail armorié. Naturellement, les historiens se sont rués là-dessus. C'est le vitrail de la famille Kerk, voisin de palier, ou enfin voisin de maison, en tout cas, des Vermeer. Cette scène, illuminée bien sûr par la gauche ici, nous met en situation de personnages, un homme et une femme, appuyés à une table, avec une chaise recouverte de gros bleus, avec, remarquez, 2 pommeaux en forme de tête de lion. Au mur, un tableau, traînant dans la perspective un instrument de musique, en l'occurrence un sistre représenté ici, et c'est tout. Eh bien, je crois pouvoir vous dire que Vermeer ne viendra rien d'autre pendant plus de 35 ans. De tableau en tableau, vous retrouverez la même chaise, la même fenêtre, au même endroit, les mêmes rideaux, les mêmes cartes, les mêmes tableaux. Si vous avez bon œil au passage, regardez, vous retrouverez au moins 5 à 6 fois chacun des tableaux que, dans les premières œuvres, Vermeer a mis en œuvre. Et pourtant, à travers les 35 tableaux recensés, jamais on a l'impression d'une redite, jamais on a l'impression d'une lassitude, mais au contraire, à chaque fois d'une recréation. Alors, regardez ceci, gentilhomme et dame buvant, bien, Berlin en l'occurrence, datant vraisemblablement de la même année, ou juste un tout petit peu plus tard, voici la leçon de musique. Aujourd'hui, New York, collection fric. Mais j'aimerais que vous ayez remarqué, et vous avez remarqué, même fenêtre, même vitraux, même situation, même chaise à même tête de lion, même groupe de 2 personnages, et pourtant la réalité est tout autre.
Et pourtant la lumière est tout autre, et pourtant l'appréhension des modèles est tout autre, le rapport des couleurs est tout autre. Ce tableau-là, il est de fait, est un tout petit peu difficile à approcher parce qu'il est dans un état horrible. Il a été terriblement restauré au XVIIIe siècle, terriblement nettoyé au XIXe siècle, et il est à l'heure actuelle irrécupérable. Le visage de la jeune femme n'a certainement plus un grain de Vermeer, tellement en fait il a été restauré. Mais regardez la beauté par contre du drapé de l'homme, et regardez surtout la beauté de cet instrument de musique. C'est toujours le même cistre que tout à l'heure, avec ce pichet en blanc-bleu qui se trouve derrière. Et encore, regardez bien, car le troisième que je vous présente maintenant, c'est la fameuse visite, du moins c'est comme ça que l'on l'appelle, de la collection des Brunswick. Regardez, c'est encore le même personnage. Je veux dire par là, l'homme est incliné de la même façon sur la femme, c'est aussi un peu le même espace, avec un tableau au même endroit, et de nouveau c'est miraculeux. Miraculeux surtout par ces deux masses fondamentales que sont le blanc de cette nappe sur le rouge de cette jupe. Et ne serait-ce que cela, signe le grand peintre. Là encore, la vérité m'oblige à vous dire, un tableau qui n'est presque plus un Vermeer, tellement il a été abusivement nettoyé et restauré dans les siècles passés. Notamment le visage complètement niais de la dame est complètement refait. Les analyses récentes l'ont bien montré, mais hélas, dessous, il n'y a plus rien de récupérable. Et dernière modulation sur le même thème de la même fenêtre, avec toujours un dialogue à deux, mais quelque chose de plus, nous avançons tout de même dans la carrière, ce gentilhomme et jeune femme riant. Celui-ci est un des plus beaux d'ailleurs de la première série. Alors vous avez reconnu bien entendu, et indubitablement d'ailleurs, les éléments obligés, fenêtres, chaises, carte de géographie, c'est d'ailleurs exactement la même que celle de l'atelier, c'est la carte de Nicolas Piscator dont vous avez parlé déjà, c'est la même, elle est là. Mais regardez combien dans la représentation, dans ce premier plan puissant, mais en ombre, du cavalier, et dans le deuxième plan, la jeune femme, dans cette espèce d'étrange raccourci de l'espace, regardez combien, au fond, l'espace lui-même, ce temps, est comme le temps paraît se suspendre. Et il y a un dialogue, on pourrait dire magique, en cette sorte de David et Goliath que devient le dialogue de cette jeune femme et de ce jeune homme. Donc un tableau superbe lui aussi, qui nous ouvre à, au fond, une sorte de nouvelle période. Cette nouvelle période sera des tableaux non plus à deux personnages, nous venons voir cette modulation infiniment ténue, mais pourtant radicale sur le thème du dialogue, et nous arrivons maintenant au tableau à trois personnages. Alors, c'est le premier des concerts de Vermeer, et c'est un tableau absolument superbe de nouveau, avec, vous le remarquerez, trois personnages, une femme qui joue du clavecin, un homme qui joue du luth, ça se voit presque pas, mais il joue du luth, et une dernière qui paraît chanter. Le tout dans un espace où, regardez la fidélité par rapport à la vision, il y a de nouveau un premier plan extrêmement prégnant, extrêmement important, comme l'était le soldat du tableau Frick tout à l'heure. Ici, c'est une table, semble-t-il, avec une grande nappe rideau jetée dessus. Donc de nouveau, si vous voulez, la problématique du premier plan prépondérant, rejetant les deuxièmes plans un peu à l'arrière et par là même les privilégiant, disons bien, est suivi ici par notre Vermeer. Ce tableau, le concert, est exactement poursuivi par le tableau que vous avez maintenant sous les yeux. C'est exactement la suite logique, je dirais. Donc, cette représentation comme en chambre obscure, comme en camera oscura, c'est-à-dire cette perspective qui est au fond tellement intransigeante qu'elle en devient presque surréaliste, je dirais, cela surtout par la magie de ce carrelage en noir et blanc. Et pour fermer l'espace, ici, un magnifique instrument de musique, admirable représentation, très implacable comme toujours, très immobile, d'une jeune femme qui a l'air d'ailleurs plus de pianoter, si j'ose dire, que de jouer à proprement parler, cependant qu'un jeune homme la contemple ici. Et regardez que tout cet espace, qui est un espace magnifiquement horizontal et vertical, est juste contrebalancé par cette base de viol posée au milieu de l'espace et qui donne vraiment tout son énervement à la composition. Mais je voulais vous faire remarquer que, un peu comme dans les Ménines de Velázquez, Vermeer au-dessus a placé un miroir qui nous renvoie l'espace. Donc au fond, nous pénétrons dans cet espace jusqu'à l'instrument de musique et nous recevons la vision en retour
pas le miroir qui se trouve au-dessus et qui naturellement représente ce qu'aucun miroir pragmatique ne représenterait. Je veux dire, vraiment, Vermeer a tordu sa perspective de façon à nous montrer cette jeune femme de 3/4 en léger contre-haut qui est ici. Mais la plus belle partie, voilà, vous la voyez mieux, la plus belle partie, c'est peut-être l'instrument de musique dans sa rigueur géométrique, et par contre, alors, la beauté, la souplesse et le velouté du dos de cette jeune femme. De même que, d'ailleurs, la partie du carrelage et la base de viol, c'est-à-dire tout ce jeu des droites et ce jeu des arrondis, fait également un détail suprême dans cet ensemble. Donc vous voyez, je disais au début de cette présentation, avec Vermeer, nous avons affaire à une peinture de rien du tout. Et pourtant, par cette fidélité de ligne de conduite, par le caractère, je dirais, implacable même de cette conduite, chaque tableau, à soi seul, est un miracle. La jeune fille au turban est peut-être un des plus formidables miracles qui soit. Vous savez que c'est l'orgueil aujourd'hui du Mauritshuis de La Haye, un des plus beaux musées du monde, du coup, puisqu'il possède la vue de Delft et la jeune fille au turban. Alors, que cela représente la fille, la première, la deuxième ou la troisième de Vermeer est éperdument égal. Cela représente au fond et tout simplement une sorte de, comment dire ça, d'étincelle d'éternité. En ceci que, dans le regard, dans le sourire, je dirais presque même dans le côté luisant de la lèvre, il y a un peu quelque chose du même orient que la perle qui est à la boucle d'oreille. Et donc, dans cet éclair comme cela qui fulgure, comme fulgure d'ailleurs la perle dans les ténèbres, il y a quelque chose qui dépasse, et de beaucoup, les plus emblématiques et les plus célèbres des portraits de l'histoire de la peinture. Je sais qu'en tout cas, si on dit, comme on dit parfois, que la jeune fille au turban de Vermeer, c'est la Joconde du Nord, on a bien tort, car je donnerais personnellement 10 Jocondes pour une jeune fille au turban. La jeune fille au turban, d'ailleurs, a été immédiatement suivie par un autre tableau, un autre portrait. Ça, alors, c'est vraiment inscrit comme ça dans le temps, beaucoup plus énigmatique, beaucoup plus curieux, à première vue un peu rébarbatif, même avouons, parce que la jeune fille n'est pas jolie, voilà, c'est tout. C'est ce portrait de jeune fille dit à l'antique, à cause de l'étrange vêtement drapé, qui est aujourd'hui au Metropolitan de New York. Au départ, on a presque même peine à croire qu'il s'agisse d'un Vermeer, et pourtant, remarquez que plus on regarde, plus on scrute sur tous ces yeux incroyablement écartés, ces lèvres incroyablement fines, trop fines même, mais surtout, et du coup, la richesse comme compensatoire du blanc et du bleu du vêtement, plus on est magnétisé. On est magnétisé d'une autre façon que la jeune fille au turban, parce qu'avec elle, c'est une espèce d'adhésion esthétique et sensuelle immédiate. Là, si j'ose dire, dans ce côté gelé, glacé, ça se mérite peut-être un peu plus, c'est une recherche peut-être un peu plus grande, mais du même coup, cela nous montre combien Vermeer pouvait, ayant trouvé un sujet, de nouveau labourer la terre de ce sujet jusque comme à l'infini. D'ailleurs, ayant peint ces deux portraits, il revient aux scènes d'intérieur et nous livre coup sur coup deux chefs-d'œuvre bien connus. La fameuse laitière qui se trouve à Amsterdam, Rijksmuseum, avec la plus prodigieuse nature morte de grès, d'osier et de croûte de pain que l'on puisse rêver, et juste après, la dentelière qui se trouve au Louvre. C'est-à-dire, au fond, si vous avez remarqué, de la laitière à la dentelière, deux mondes. Le monde de l'office avec la laitière, le monde du piano nobile, le monde de l'étage, le monde de la qualité, pourrait-on dire, avec la dentelière. Et pourtant, dans les deux tableaux, il y a une même recherche de rendre au-delà des deux visages, laitière ou dentelière, la beauté, en fait, des instruments. C'était le pain, c'était le panier, c'était les grès de la laitière. Ce sont les fils, ce sont les laines, ce sont les couleurs, ce sont les navettes, ce sont les coussins de la dentelière. Et les deux tableaux, cette fois-ci, par justement l'objet, par cette espèce de catalogue d'objets si généreusement répandu devant les modèles, les deux tableaux deviennent et sont en fait d'absolus chefs-d'œuvre. Je crois qu'on ne peut pas imaginer chose plus belle que toutes les navettes de la dentelière, l'éclat du rouge, l'éclat du bleu, et juste ces tout petits pointillés de blanc qui donnent justement toute leur matière et tout leur relief à cette peinture. Et du coup, Vermeer, ayant peint laitière et dentelière, revient aux figures seules, ou plutôt s'attache aux figures seules, et nous en livre toute une série. Ce sera d'abord la jeune femme ouvrant la fenêtre, ici, aujourd'hui conservée au Met de New York, symphonie en blanc et bleu,
que je vous montre. Je n'éprouve pas le besoin chaque fois de faire de la littérature sur chacun. Je peux aussi vous les montrer simplement pour le plaisir, pourrait-on dire, parce qu'on va bien entendu vers quelque chose, vous allez voir ça dans un instant. Mais peut-être juste quand même vous dire, la première explication qui a été donnée, le premier titre qui a été donné, c'est tellement mignon. C'est 1842, c'est un commentateur allemand qui dit tableau représentant une dame en train d'ouvrir sa fenêtre pour arroser ses plantes. On peut presque comprendre, mais j'entends. Voyez combien, au fond, immanquablement, l'œuvre de Vermeer vous met dans cette espèce de catalepsie du rêve. Vous ne pouvez pas vous empêcher de commencer à penser, mais au fond, d'où vient cette aiguière? Où va aller cette aiguière? Comme on se dit, au fond, d'où vient ce blanc et où va ce blanc? Tant les modulations, en fait, en sont à la fois riches et somptueuses. Tableau qui est immédiatement suivi par la faiseuse de perles que vous avez devant vous ici, faiseuse de perles de Berlin. Tableau très étrange qui serait peut-être une moralité un peu, si l'on peut dire, à la Caravage ou à la Latour, car vous voyez qu'elle se dresse devant un jugement dernier. Pèse tes perles, tu seras bien pesé un jour, au fond, telle serait la leçon de cette moralité. Mais au-delà, bien sûr, c'est de nouveau la beauté d'un espace et d'une nature morte, la beauté des matières et des couleurs qui est ici chantée. Voilà, regardez dans le détail à quel point, en fait, c'est beau, à quel point l'orient des perles ici reprend celui des bords des deux cupules de la balance, à quel point d'ailleurs on retrouve ces mêmes accros de lumière sur les nids de chacun des doigts, donc le tout finit par prendre un orient absolument inégalable. Immédiatement suivi, car là j'ai voulu vraiment que toute la série vous soit montrée par la jeune femme lisant sa lettre, une jeune femme en bleu du Rijksmuseum d'Amsterdam, beaucoup plus sobre si vous remarquez, beaucoup moins, privé de beaucoup des effets que nous avons vus dans les œuvres précédentes, mais tout de même avec toujours ce sens de la tache qui éclate, par exemple, le papier replié, ce tout petit carré de blanc sur le parchemin de la grande carte qui se trouve derrière. En tout cas, un tableau que d'aucuns considèrent, et je pense qu'ils ont raison, comme l'apogée même du génie de Vermeer. Nous sommes là dans les années 1670 à peu près, absence de toute datation bien entendu, mais estimation de critique, suivi par la jeune femme jouant du luth, que vous avez devant vous, de Berlin également, toujours avec d'ailleurs une carte de Piscator à l'arrière-plan. Cette œuvre-là, splendide, on n'en doute pas, jusqu'en 1880, a été terriblement nettoyée. Voilà pourquoi le luth est aussi rudimentaire que vous l'avez ici, sans aucune de ces miracles de modelé que vous avez pu voir sur d'autres instruments ou sur d'autres personnages, donc un tableau fautif. Et puis, après cette longue série, j'ose dire cette longue série, mais que je voulais vous montrer dans son entier, pour que vous voyez toujours ce modèle pris, repris, cet espace pris, repris, ces objets repeints sans cesse, tout d'un coup, cette nouvelle explosion de l'atelier du peintre. Alors, vous avez déjà vu, nous avons déjà parlé, je n'ai pas besoin donc de rentrer dans les détails, par contre, rentrons dans le tableau. Vous voyez un peu mieux ici l'admirable dialogue de ce bleu presque aérien, ce bleu qui n'a presque plus de matière, surtout en rapport avec le noir et blanc du pourpoint ici. Donc la présence de l'artiste et au contraire le côté complètement ectoplasmique, je dirais, de son modèle, simplement par le rapport des deux matières et des deux couleurs. Voilà vu de plus près le pourpoint du peintre. C'est une des choses les plus savantes peut-être que Vermeer ait jamais peint, dans ses rapports tellement difficiles du noir au blanc par ses modulations d'ombre et de lumière. Voyez la nature morte, et alors là vous reconnaissez mieux que tout à l'heure la partition musicale point 1 et le masque point 2, donc Euperte et Thalie, contemplé par Clio. Approchons-nous encore pour voir ce châle qui est à la fois fait de jaune et de bleu, comme est en jaune et bleu l'accord du modèle, si vous avez remarqué, livre jaune, robe bleue, comme si donc la lumière du modèle finissait par influer sur la gamme chromatique des objets qui sont réunis autour d'elle. Regardez la beauté de ce simple ruban et la façon dont il se détache sur le plat de la table.
Et découvrez enfin ce qui est, au fond, le couronnement de ce tableau, en même temps que sa respiration, on pourrait presque dire son poumon, c'est la jeune femme, qui est une des figures, d'ailleurs très près de la jeune femme disant sa lettre d'Amsterdam. Donc là encore, vous voyez à quel point une leçon apprise est une leçon qui resserre pour aller plus loin. C'est presque le même modèle, c'est presque le même bleu, c'est presque le même drapé. Donc là encore, une façon d'aller plus loin dans cette représentation de l'absolu. Après quoi, nous sommes très près du bout, n'ayez crainte. Vermeer a osé le grand format avec l'atelier de Vienne. Il continue avec la dame et sa servante ou la dame cachetant sa lettre que vous avez devant vous. C'est aussi un Vermeer de plus d'1 mètre de hauteur. Donc là encore, ayant osé faire grand avec l'atelier, il continue avec ce tableau-ci. Ce tableau qui se trouve aujourd'hui à la collection Frick de New York. C'est le 3e de Frick. Maintenant, vous les aurez tous vus et vous aurez constaté avec moi que ça vaut le voyage à soi seul. Mais enfin, voilà donc ce tableau tout en clair-obscur, avec une figure très brune, très foncée, très en lumière, très en ombre, excusez-moi, celle de la servante, qui occupe toute la moitié de gauche, et en contrepartie, une figure complètement solaire, parce qu'elle est entièrement diaprée du blanc de la fourrure et du jaune du velours de cette liseuse qu'elle porte, la jeune femme, encore sublimée par une boucle d'oreille dans laquelle vous retrouvez est celle de la jeune fille au turban, est celle de la jeune femme drapée à l'antique, ce fameux 2e portrait de Vermeer. Donc là encore, voyez à quel point tout perdure. Sitôt après, 2 grands tableaux, l'atelier et la dame cachetant sa lettre que vous venez de voir. Vermeer décide de changer complètement et revient au tout petit. Mais alors, jamais ça n'était plus petit que cela. Les 2 tableaux que vous allez voir et qui sont des chefs-d'œuvre absolus font 20 cm de hauteur. C'est grand comme une carte postale. Et les 2 sont à National Gallery, Washington. Le premier, je vous présentais, la jeune femme à la flûte. C'est un miracle de peinture. Surtout ce devanteau et ses manchettes de fourrure, surtout cet étrange chapeau à la chinoise, surtout cette façon de détacher le modèle sur cette tapisserie, déjà à soi seul, c'est un instant complètement privilégié de peinture, toute petite peinture. Ah, à propos, la seule que Vermeer ait jamais exécutée sur panneau de bois, tout est sur toile, sauf la dame à la flûte que vous avez là, qui est une peinture sur bois. Et ayant exécuté ce tableau-là, Vermeer a le besoin de continuer, si j'ose dire, et il crée donc le pendant, où il va encore beaucoup plus loin à mon sens, c'est la dame au chapeau rouge, donc même période, même année, même format, même technique, même cadre et même musée, nous sommes toujours à Washington, qui a bien de la chance, la dame au chapeau rouge, qui est une œuvre formidable, dans laquelle j'aimerais simplement que vous remarquiez, c'est la même prise de vue en demi-buste, c'est la même lumière qui vient de droite, très rare chez Vermeer. Vous aurez peut-être constaté, parce que je suis sûr que vous êtes très observateur pendant nos causes, toutes les lumières viennent de gauche. Les 2 seuls tableaux où elle vient de droite, c'est La femme à la flûte et La femme au chapeau rouge, soit les 2 œuvres qui sont vraiment jointoyées maintenant. Alors, lumière venant de droite et surtout même tapisserie à l'arrière-plan. Donc vraiment, l'un est un exercice pour l'autre, et voilà donc cette autre, qui est aussi une représentation merveilleusement transparente, merveilleusement comme ectoplasmique d'une très jeune femme. Après quoi, changement radical de nouveau, avec 2 portraits d'hommes, superbes d'ailleurs, qui se complètent parfaitement. Un astronome ou astrologue, les 2 titres existent, autrefois à la collection Rothschild, mais que vous pouvez voir depuis peu de temps, depuis 1983 au musée du Louvre, puisque les Rothschild l'ont donné, enfin bon, les Rothschild se sont acquittés de certains... Ça s'appelle une dation pudiquement. Voilà. Alors, ils ont fait dation de leur Vermeer, une splendeur d'ailleurs, complété par un tableau que je trouve presque encore plus beau, presque encore plus parfait. C'est le géographe, donc astronome et géographe se complètent. Lui alors est à Francfort, au Städtisches Museum de Francfort. Mais là encore, il nous faudrait beaucoup plus de temps que nous en avons, et je le sais, pour voir qu'on retrouve encore le bouillonnement ici de tapisserie qu'on avait déjà dans l'entremetteuse qui est le premier Vermeer. Qu'on a encore la même fenêtre, le même rideau. Autrement dit, je pense que vous pouvez voir ces espèces de caractères obsessionnels qui reviennent tableau après tableau, mais qui néanmoins n'empêchent pas que chaque tableau est une forme d'épopée nouvelle. Les derniers tableaux, les tout derniers Vermeer, sont consacrés à la musique, avec l'admirable guitariste que vous avez là, car c'est bien d'une guitare qu'il s'agit,
Guitare étrange d'ailleurs, puisqu'elle est à 5 cordes doubles et qu'elle a une ouïe métallique, ce qui est extrêmement rare à l'époque, paraît-il. Et, vous voyez, la jeune femme est un des seuls modèles de Vermeer qui sourit véritablement. Un des seuls dont le sourire soit à ce point affranchi, à ce point éclatant. Et de nouveau, vous voyez que c'est une nouvelle modulation sur un vêtement que vous connaissez. C'est la fameuse liseuse en jaune bordée d'hermine de la dame cachetant sa lettre de la collection Frick de New York. Donc vous voyez que même au niveau du costume, je dirais, les tableaux se reprennent. Deuxième de ces trois derniers tableaux, Londres National Gallery, la dame à l'épinette, c'est de nouveau un de ces muselages, donc c'est un virginal à clavier à droite, et vous aurez peut-être remarqué, alors là j'admirerais, le tableau, c'est un Cupidon triomphant que nous avons déjà vu de César von Reinecke, collègue à Delft de Vermeer, et lui ayant donné ce tableau. Donc c'est un tableau que Vermeer possédait et qu'il a ainsi en fait multiplié 4 fois dans son œuvre totale. Alors ici, une œuvre d'une prodigieuse habileté, à l'égard de laquelle d'ailleurs souvent les critiques sont dures. C'est un Vermeer de la fin, nous sommes très près de la mort du peintre maintenant. Donc, certains critiques estiment que cette œuvre est un peu raide, un peu trop habile, un peu trop à effet pour être vraiment aussi géniale que la dame en bleu lisant sa lettre du Rijksmuseum que nous avons vu précédemment. Je trouve pourtant que dans la perfection de la verticale que vous avez là, dans ce jeu presque de colonne grecque du drapé de la jupe de la femme, dans le caractère absolu de la géométrie de cet intérieur-là, on a au contraire une somme, je dirais, par le vide, c'est vrai, par le silence de nouveau, mais une somme de la recherche de Vermeer. Ce tableau est suivi par l'avant-dernier, voilà. C'est le même thème de la même jeune femme virginale que vous avez là, et vous retrouvez, si vous remarquez, la base de viol qui ne nous a pas quittés depuis les tout premiers tableaux, et nous la retrouvons ici, dans un tableau, j'ai dit, je crois, qui se trouve à Londres National Gallery. Et remarquez, vous y retrouvez ce fameux tableau de l'entremetteuse que vous avez deviné dans le concert qui appartenait à Isabella Stewart Gardner, le fameux Vermeer en vol aujourd'hui. C'est le même tableau qui est ici. Mais alors ici, mis dans une perspective beaucoup plus problématique et j'ose dire beaucoup plus intéressante que dans la première version. En tout cas, un tableau d'une habileté, en même temps, je dirais, que d'une poésie tout à fait extraordinaire. Et il fallait bien entendu, pour sortir du monde de Vermeer, un dernier tableau. Ce dernier tableau en date, le tableau peint peu de temps avant sa mort, c'est celui que vous avez sous les yeux, c'est cette incroyable, j'ose dire, allégorie de la foi qui se trouve aujourd'hui au Met de New York. Alors là, une raison de plus d'aller au Met, décidément. C'est en effet un tableau étrange. Il donne une petite impression de malaise. Bien entendu, c'est la foi, ça, il n'y a pas de problème. Vous ouvrez n'importe quel livre d'iconographie et une dame qui se presse le sein avec une jambe en l'air, c'est la foi. Parce que... Ben oui, non, explique. Elle met la main sur son cœur pour témoigner de sa foi. Et comme la foi est dominatrice, elle doit avoir le pied appuyé sur le monde. Mais il y a bien entendu d'autres éléments. Il doit avoir auprès d'elle un livre ouvert, les Écritures, qu'elle prend à témoin. Il doit y avoir près d'elle un calice qui marque bien entendu l'Eucharistie. Il doit y avoir également une pierre qui représente le Christ, écrasant un serpent qui représente le diable, et il doit y avoir une pomme, symbole du péché originel. Tous ces éléments-là existent dans une iconologie de 1613, due à Ripea, publiée à Bologne, traduit en français, en espagnol, en hollandais, dans toutes les langues, et que tout peintre du XVIIe possédait dans les rayons de sa bibliothèque. Et là, vous avez vraiment la preuve que Vermeer le possédait, parce qu'il a vraiment suivi son Ripa à la lettre. Tous les éléments y sont, tous les éléments. Et regardez, ça a donné un des tableaux les plus étranges qui soient. Mais vraiment un des plus étranges qui soient. D'abord, par les souvenirs, on retrouve une dernière fois toujours notre même chaise. On retrouve une dernière fois notre même bleu. On retrouve une dernière fois notre carrelage qui nous a traqués aussi tout au long de cette conférence.
Vous retrouvez le même rideau, c'est celui de l'atelier. Vous retrouvez un peu épaissi, je veux bien, mais le même modèle qui est là encore. Et vous retrouvez ce même goût d'une mise en scène des tableaux. Ici, en l'occurrence, une crucifixion que là encore, on a parfaitement identifiée. Elle est de Honthorst. L'original est à Amsterdam Rijksmuseum. Vermeer en possédait une copie, et la copie se trouve au musée de Delft aujourd'hui. Donc ce tableau, vous pouvez aller le voir demain. Il existe au musée de Delft. Et donc, c'est comme une sorte de résumé, c'est comme une sorte de, je dirais presque de nomenclature, c'est presque comme un inventaire avant décès de tous les motifs obligés qui ont en fait créé le miracle pendant 40 ans. Et c'est fabuleux de se dire qu'il a simplement fallu un carrelage, une chaise, un rideau, un bout de tapisserie, un peu de bleu pour créer un miracle aussi permanent que celui de Vermeer. Donc, quand on se promène dans le tableau et qu'une dernière fois on voit jusqu'à quel point il a su pointiller la chaîne et la trame de sa tapisserie d'éclat de blanc pour lui donner toute sa richesse, pour lui donner toute sa rigidité, pour lui donner tout son tombé. Il est incroyable aussi de voir à quel point dans la nature morte du livre et du calice, il retrouve cette géométrie poussée jusqu'à l'extrême, cette géométrie poussée jusqu'à l'épure qui nous a frappé dans les premières œuvres, mais qui nous frappe encore dans la dernière. Et il est incroyable de se dire que tout ça culmine en définitive dans ce qui est le symbole même de l'illusion, pendu au-dessus de la foi, cette boule de verre arachnéenne comme un rêve, dans laquelle on cherche désespérément à retrouver Vermeer en reflet, comme Van Eyck dans les Arnolfini, mais il nous échappe, et somme toute, c'est notre propre regard que nous rencontrons. Eh bien, c'est exactement cela la leçon de Vermeer, c'est qu'au terme d'un rêve comme celui-ci, il faut bien une fois se réveiller et donc demander de la lumière. Merci.